Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Einstein contre le capital. Bienvenue au camarade Albert Einstein. J'allais dire Albert Einstein. Albert Einstein, désolé. Bienvenue au camarade Albert Einstein. Pourquoi je dis ça? Le camarade Albert Einstein. Là, on a le physicien, théoricien de la relativité générale, relativité restreinte. Bon, il y a Poincaré, d'autres savants, bon, bref. Mais là, je vous parle, et Paul Langevin aussi, qui est contributeur, c'est toujours une œuvre scientifique, collectif, la science, hein, j'ai envie de dire, collectif, voilà. Il y a une forme de communisme, quelque part, déjà dans la production de la science, j'ai envie de dire. Bref, j'invoque une figure de l'histoire des sciences qui est assez représentative, hein, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'Albert Einstein. Hein, dans le langage courant, quand on parle d'un grand scientifique, on parle de Einstein, et on parle pas forcément de politique, en fait, du coup. Et là, bon, c'est vrai que ça fait assez prétentieux, mais Einstein a écrit un texte qui s'appelle Pourquoi le socialisme? Et c'est ce texte que j'ai envie de vous lire. C'est ce texte d'Albert Einstein que j'ai envie de vous lire aujourd'hui. Ce texte s'intitule Pourquoi le socialisme? Alors, je vous mettrai le lien en description, comme d'habitude quand on fait une lecture de texte. Il vient bel et bien de marxisme.org et il date de 1949. Comme d'habitude, on fait une lecture, puis on peut faire des petits commentaires ensuite. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, Albert Einstein, Pourquoi le socialisme? 1949. Lecture. Est-il convenable qu'un homme qui n'est pas versé dans les questions économiques et sociales exprime des opinions au sujet du socialisme? Est-il convenable qu'un homme qui n'est pas versé dans les questions économiques et sociales exprime des opinions au sujet du socialisme? Pour de multiples raisons, je crois que oui. Considérons d'abord la question du point de vue de la connaissance scientifique. Il pourrait paraître qu'il n'y ait pas de différence méthodologique essentielle entre l'astronomie, par exemple, et l'économie. Les savants dans les deux domaines essaient de découvrir des lois généralement acceptables d'un groupe déterminé de phénomènes afin de les rendre intelligibles d'une manière aussi claire que possible. Les relations réciproques existant entre eux. Mais en réalité, de telles différences existent. La découverte de lois générales en économie est rendue difficile par la circonstance que les phénomènes économiques observés sont souvent influencés par beaucoup de facteurs qu'il est très difficile d'évaluer séparément. En outre, l'expérience accumulée depuis le commencement de la période de l'histoire humaine soi-disant civilisée a été, comme on le sait bien, largement influencée et délimitée par des causes qui n'ont nullement un caractère exclusivement économique. Par exemple, la plupart des grands États dans l'histoire doivent leur existence aux conquêtes. Les peuples conquérants se sont établis légalement et économiquement comme classe privilégiée du pays conquis. Ils se sont attribués le monopole de la terre et ont créé un corps de prêtres choisis dans leur propre rang. Les prêtres qui contrôlèrent l'éducation érigèrent la division de la société en classes, en une institution permanente et en créèrent un système de valeurs dans lesquelles le peuple fut dès lors en grande partie inconsciemment guidé dans son comportement social. Mais la tradition historique date pour ainsi dire d'hier. Nulle part, nous n'avons dépassé ce que Thorsten Veblen appelait la phase de rapine du développement humain. Les faits économiques qu'on peut observer appartiennent à cette phase et les lois que nous pouvons en déduire ne sont pas applicables à d'autres phases, puisque le but réel du socialisme est de dépasser la phase de rapine du développement humain et d'aller en avant. La science économique dans son état actuel peut projeter peu de lumière sur la société socialiste
de l'avenir. En second lieu, le socialisme est orienté vers un but éthico-social. Mais la science ne peut pas créer des buts. Et encore moins peut-elle les faire pénétrer dans les êtres humains. La science peut tout au plus fournir les moyens par lesquels certains buts peuvent être atteints. Mais les buts même sont conçus par des personnalités animées d'un idéal moral élevé. Et si ces buts ne sont pas mornés, mais vivants et vigoureux, sont adoptés et portés en avant par ces innombrables êtres humains qui, à demi conscients, déterminent la lente évolution de la société. Mais les buts mêmes sont conçus par des personnalités animées d'un idéal moral élevé. Et si ces buts ne sont pas mornés, mais vivants et vigoureux, sont adoptés et portés en avant par ces innombrables êtres humains qui, à demi conscients, déterminent la lente évolution de la société. Excusez-moi. Pour ces raisons, nous devrions prendre garde de ne pas surestimer la science et les méthodes scientifiques quand il s'agit de problèmes humains. Et nous ne devrions pas admettre que les spécialistes soient les seuls qui aient le droit de s'exprimer sur des questions qui touchent à l'organisation de la société. Et nous ne devrions pas admettre que les spécialistes soient les seuls qui aient le droit de s'exprimer sur des questions qui touchent à l'organisation de la société. D'innombrables voix ont affirmé il n'y a pas longtemps que la société humaine traverse une crise, que sa stabilité a été gravement troublée. Il est caractéristique d'une telle situation que des individus manifestent de l'indifférence ou même prennent une attitude hostile à l'égard du groupe, petit ou grand, auquel ils appartiennent. Pour illustrer mon opinion, je veux évoquer ici une expérience personnelle. J'ai récemment discuté avec un homme intelligent et d'un bon naturel sur la menace d'une autre guerre, qui à mon avis mettrait sérieusement en danger l'existence de l'humanité. Et je faisais remarquer que seule une organisation supranationale offrirait une protection contre ce danger. Là-dessus, mon visiteur me dit tranquillement et froidement « Pourquoi êtes-vous si sérieusement opposé à la disparition de la race humaine ? Je suis sûr qu'il y a un siècle, personne n'aurait si légèrement fait une affirmation de ce genre. C'est l'affirmation d'un homme qui a vainement fait des efforts pour établir un équilibre dans son intérieur. Je suis sûr qu'il y a un siècle, personne n'aurait si légèrement fait une affirmation de ce genre. C'est l'affirmation d'un homme qui a vainement fait des efforts pour établir un équilibre dans son intérieur et qui a plus ou moins perdu l'espoir de réussir. C'est l'expression d'une solitude et d'un isolement pénible dont tant de gens souffrent de nos jours. Quelle en est la cause ? Y a-t-il un moyen d'en sortir ? Il est facile de soulever des questions pareilles, mais il est difficile d'y répondre avec tant soit peu de certitude. Je vais néanmoins essayer de le faire dans la mesure de mes forces, bien que je me rende parfaitement compte que nos sentiments et nos tendances sont souvent contradictoires et obscurs et qu'ils ne peuvent pas être exprimés dans des formules aisées et simples. L'homme est en même temps un être solitaire et un être social. Comme être solitaire, il s'efforce de protéger sa propre existence et celle des êtres qui lui sont le plus proches, de satisfaire ses désirs personnels et de développer ses facultés innées. Comme être social, il cherche à gagner l'approbation et l'affection de ses semblables, de partager leurs plaisirs, de les consoler dans leur tristesse et d'améliorer leurs conditions de vie. C'est seulement l'existence de ces tendances variées, souvent contradictoires, qui explique le caractère particulier d'un homme, et leur combinaison spécifique détermine dans quelle mesure un individu peut établir son équilibre intérieur et contribuer au bien-être de la société. Il est fort possible que la force relative de ces deux tendances soit dans son fond fixée par l'hérédité. Mais la personnalité qui finalement apparaît est largement formée par le milieu où elle se trouve par hasard pendant son développement, par la structure de la société dans laquelle elle grandit, par la tradition de cette société et son appréciation de certains genres de comportements. Le concept abstrait de société signifie pour l'individu humain la somme totale de ses relations directes et indirectes avec ses contemporains
et les générations passées. Il est capable de penser, de sentir, de lutter et de travailler par lui-même, mais il dépend tellement de la société, de son existence physique, intellectuelle et émotionnelle, qu'il est impossible de penser à lui ou de le comprendre en dehors du cadre de la société. C'est la société qui fournit à l'homme la nourriture, les vêtements, l'habitation, les instruments de travail, le langage, les formes de la pensée et la plus grande partie du contenu de la pensée. Sa vie est rendue possible par le labeur et les talents de millions d'individus du passé et du présent qui se cachent sous ce petit mot de société. Il est par conséquent évident que la dépendance de l'individu à la société est un fait naturel, qui ne peut pas être supprimé, exactement comme dans le cas des fourmis et des abeilles. Cependant, tandis que tout le processus de la vie des fourmis et des abeilles est fixé jusque dans ses infimes détails, par des instincts héréditaires rigides, le modèle social et les relations réciproques entre les êtres humains sont très variables et susceptibles de changement. La mémoire, la capacité de faire de nouvelles combinaisons, le don de communication orale ont rendu possible des développements parmi les êtres humains qui ne sont pas dictés par des nécessités biologiques. De tels développements se manifestent dans les traditions, dans les institutions, dans les organisations, dans la littérature, dans la science, dans les réalisations de l'ingénieur et dans les œuvres d'art. Ceci explique comment il arrive que l'homme peut, dans un certain sens, influencer sa vie par sa propre conduite et comment dans ce processus, la pensée et le désir conscient peuvent jouer un rôle. L'homme possède à sa naissance, par hérédité, une constitution biologique que nous devons considérer comme fixe et immuable, y compris des impulsions naturelles qui caractérisent l'espèce humaine. De plus, pendant sa vie, il acquiert une constitution culturelle qu'il reçoit de la société par la communication et par beaucoup d'autres moyens d'influence. C'est cette constitution culturelle qui, dans le cours du temps, est sujette au changement et qui détermine, à un très haut degré, les rapports entre l'individu et la société. L'anthropologie moderne nous a appris, par l'investigation des soi-disant cultures primitives, que le comportement social des êtres humains peut présenter de grandes différences, étant donné qu'il dépend de modèles de culture dominants et des types d'organisation qui prédominent dans la société. C'est là-dessus que doivent fonder leur espérance tous ceux qui s'efforcent d'améliorer le sort de l'homme. Les êtres humains ne sont pas, par suite de leur constitution biologique, condamnés à se détruire mutuellement ou à être à la merci d'un sort cruel qu'ils s'infligent eux-mêmes. Si nous nous demandons comment la structure de la société et l'attitude culturelle de l'homme devraient être changées pour rendre la vie humaine aussi satisfaisante que possible, nous devons constamment tenir compte du fait qu'il y a certaines conditions que nous ne sommes pas capables de modifier. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, la nature biologique de l'homme n'est point, pour tous les buts pratiques, sujette au changement. De plus, le développement technologique et démographique de ces dernières années ont créé des conditions qui doivent continuer. Chez les populations relativement denses, qui possèdent des biens indispensables à leur existence, une extrême division du travail et une organisation de production très centralisée sont absolument nécessaires. Le temps qui, vu de loin, paraît si idyllique a pour toujours disparu, où des individus ou des groupes relativement petits pouvaient se suffire complètement à eux-mêmes. Le temps qui, vu de loin, paraît si idyllique a pour toujours disparu, où des individus et des groupes relativement petits pouvaient se suffire complètement à eux-mêmes. On n'exagère pas beaucoup en disant que l'humanité constitue à présent une communauté planétaire de production et de consommation. Je suis maintenant arrivé au point où je peux indiquer brièvement ce qui constitue, pour moi, l'essence de la crise de notre temps. Il s'agit du rapport entre l'individu et la société. L'individu est devenu plus conscient que jamais de sa dépendance à la société. Mais il n'éprouve pas cette dépendance comme un bien positif, comme une attache organique, comme une force protectrice, mais plutôt comme une menace pour ses droits naturels, ou même pour son existence économique. En outre, sa position sociale est telle que les tendances égoïstes de son être sont constamment mises en avant, tandis que ces tendances sociales, qui par nature sont plus faibles, se dégradent progressivement. Tous les êtres humains, quelle que soit leur position sociale, souffrent de ce processus de dégradation. Prisonniers sans le savoir de leur propre égoïsme, ils se sentent en état d'insécurité, isolés et privés de la naïve, simple et pure joie de vivre. L'homme ne peut trouver de sens à la vie, qui est brève et périlleuse,
qu'en se dévouant à la société. L'anarchie économique de la société capitaliste, telle qu'elle existe aujourd'hui, est à mon avis la source réelle du mal. Nous voyons devant nous une immense société de producteurs dont les membres cherchent sans cesse à se priver mutuellement du fruit de leur travail collectif. Non pas par la force, mais en somme, conformément aux règles légalement établies. Sous ce rapport, il est important de se rendre compte que les moyens de production, c'est-à-dire toute la capacité productive nécessaire pour produire les biens de consommation, ainsi que, par surcroît, les biens en capital, pourraient légalement être, et sont par là même sont même pour la plus grande part, la propriété privée de certains individus. Pour des raisons de simplicité, je veux, dans la discussion qui va suivre, appeler ouvriers tous ceux qui n'ont point part à la possession des moyens de production, bien que cela ne corresponde pas tout à fait à l'emploi ordinaire du terme. Le possesseur des moyens de production est en état d'acheter la capacité de travail de l'ouvrier en se servant des moyens de production. L'ouvrier produit de nouveaux biens qui deviennent la propriété du capitaliste. Le point essentiel dans ce processus est le rapport entre ce que l'ouvrier produit et ce qu'il reçoit comme salaire, les deux choses étant évaluées en termes de valeur réelle. Dans la mesure où le contrat de travail est, entre guillemets, libre, ce que l'ouvrier reçoit est déterminé non pas par la valeur réelle des biens qu'il produit, mais par le minimum de ses besoins et par le salaire, par le rapport entre le nombre d'ouvriers dont le capitaliste a besoin et par le rapport entre le nombre d'ouvriers dont le capitaliste a besoin et le nombre d'ouvriers qui sont à la recherche d'un emploi. Je répète, par le rapport entre le nombre d'ouvriers dont le capitaliste a besoin et le nombre d'ouvriers qui sont à la recherche d'un emploi. Il faut comprendre que même en théorie, le salaire de l'ouvrier n'est pas déterminé par la valeur de son produit. Le capital privé tend à se concentrer en peu de mains, en grande partie à cause de la compétition entre les capitalistes. En partie parce que le développement technologique et la division croissante du travail encouragent la formation de plus grandes unités de production aux dépens des plus petites. Le résultat de ces développements est une oligarchie de capitalistes, dont la formidable puissance ne peut effectivement être réfrénée, pas même par une société qui a une organisation politique démocratique. Ceci est vrai puisque les membres du corps législatif sont choisis par des partis politiques largement financés ou autrement influencés par les capitalistes privés qui, pour tous les buts pratiques, séparent le corps électoral de la législature. La conséquence en est que, dans le fait, les représentants du peuple ne protègent pas suffisamment les intérêts des moins privilégiés. De plus, dans les conditions actuelles, les capitalistes contrôlent inévitablement, de manière directe ou indirecte, les principales sources d'information, presse, radio, éducation. Il est ainsi extrêmement difficile pour le citoyen, et dans la plupart des cas tout à fait impossible, d'arriver à des conclusions objectives et de faire un usage intelligent de ses droits politiques. La situation dominante dans une société La situation dominante dans une société basée sur la propriété privée du capital est ainsi caractérisée par deux principes importants. Premièrement, les moyens de production, le capital, sont en possession privée et les possesseurs en disposent comme ils le jugent convenable. Secondement, le contrat de travail est libre. Bien entendu, une société capitaliste pure, dans ce sens, n'existe pas. Il convient de noter, en particulier, que les ouvriers, après de longues et âpres luttes politiques, ont réussi à obtenir, pour certaines catégories d'entre eux, une meilleure forme de, entre guillemets, contrat de travail libre. Mais prise dans son ensemble, l'économie aujourd'hui ne diffère pas beaucoup du capitalisme, entre guillemets, pur. La production est faite en vue du profit et non pour l'utilité. Il n'y a pas de moyen de prévoir que tous ceux qui sont capables et désireux de travailler pourront toujours trouver un emploi. La production est faite en vue du profit et non pour l'utilité. Il n'y a pas de moyen de prévoir que tous ceux qui sont capables et désireux de travailler pourront toujours trouver un emploi. Une armée de chômeurs existe déjà. L'ouvrier est constamment dans la crainte de perdre son emploi. Et puisque les chômeurs et les ouvriers mal payés sont de faibles consommateurs, la production de biens de consommation est restreinte et a pour conséquence de grands inconvénients. Le progrès technologique a souvent pour résultat un accroissement du nombre des chômeurs plutôt qu'un allègement du travail pénible pour tous. L'aiguillon du profit
en conjonction avec la compétition entre les capitalistes, est responsable de l'instabilité dans l'accumulation et l'utilisation du capital, qui amène des dépressions économiques de plus en plus graves. La compétition illimitée conduit à un gaspillage considérable de travail et à la mutilation de la conscience sociale des individus dont j'avais fait mention plus haut. Je considère cette mutilation des individus comme le pire mal du capitalisme. Tout notre système d'éducation souffre de ce mal. Une attitude de compétition exagérée et inculquée à l'étudiant. Une attitude de compétition exagérée et inculquée à l'étudiant, qui est dressée à idolâtrer le succès de l'acquisition comme une préparation à sa carrière future. Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul moyen d'éliminer ces maux graves, à savoir l'établissement d'une économie socialiste, accompagnée d'un système d'éducation orienté vers des buts sociaux. Dans une telle économie, les moyens de production appartiendraient à la société elle-même. Dans une telle économie, les moyens de production appartiendraient à la société elle-même, et seraient utilisés d'une façon planifiée. Une économie planifiée qui adapte la production aux besoins de la société, distribuerait le travail à faire en tous ceux qui sont capables de travailler et garantirait les moyens d'existence à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant. L'éducation de l'individu devrait favoriser le développement de ses L'éducation de l'individu devrait favoriser le développement de ses facultés innées et lui inculquer le sens de la responsabilité envers ses semblables, au lieu de la glorification du pouvoir et du succès, comme cela se fait dans la société actuelle. Il est cependant nécessaire de rappeler qu'une économie planifiée n'est pas encore le socialisme. Une telle économie pourrait être accompagnée d'un complet asservissement de l'individu. Il est cependant nécessaire de rappeler qu'une économie planifiée n'est pas encore le socialisme. Une telle économie pourrait être accompagnée d'un complet asservissement de l'individu. La réalisation du socialisme exige la solution de quelques problèmes sociopolitiques extrêmement difficiles. Comment serait-il possible, en face d'une centralisation extrême du pouvoir politique et économique, d'empêcher la bureaucratie de devenir toute puissante et présomptueuse? Comment pourrait-on protéger les droits de l'individu et assurer un contrepoids démocratique au pouvoir de la bureaucratie? La clarté au sujet des buts et des problèmes du socialisme est de la plus grande importance à notre époque de transition, puisque dans les circonstances actuelles, la discussion libre et sans entrave de ces problèmes a été soumise à un tabou puissant. Je considère que la fondation de cette revue est un important service rendu au public. Alors ça, c'était du coup... Alors là, j'ai terminé. Du coup, la revue, c'est Monthly Review. Du coup, qui est un independent socialist magazine. Voilà. Et donc, voilà. Du coup, vous ne le saviez peut-être pas, mais Albert Einstein est un coco. Ah voilà, enfin, peut-être pas au sens orthodoxe du terme, il a peut-être un peu ses propres idées, voilà. Mais vous retrouvez tout le vocabulaire, toute l'analyse marxiste de captation de la plus-value. Voilà. Alors, la question qu'il pose sur la centralisation de la démocratie, de la bureaucratie, j'ai tendance à critiquer la chose comme parfois assez abstraite, mais on va être d'accord sur le fait qu'il faut des contre-pouvoirs, qu'on veut un système de socialisme démocratique, que c'est pas le tout État, mais l'État qui planifie, mais qui avec d'autres instances dans la société qui sont des acteurs autour desquels s'articule le socialisme. Ça peut être les syndicats, les sociétés coopératives, etc., etc. L'existence de plusieurs partis politiques, bien sûr. Voilà. Alors, quand il parlait d'organisation mondiale pour préserver la paix, oui, Einstein est un pacifiste. Le truc, c'est qu'il y a la question aujourd'hui qui se pose, c'est plutôt celle de la souveraineté, et on a une ONU qui, de toute façon, fonctionne pas. Enfin, on pourrait théoriquement, de mon point de vue, si de toute façon on a des pays socialistes dans le monde entier, on réduit fortement les risques de conflits militaires. Les ressources sont mieux réparties. Voilà, on n'a pas une bourgeoisie égoïste qui va faire n'importe quoi. La bourgeoisie, c'est surtout la bourgeoisie qui produit des guerres égoïstes parce que c'est les prolos qui se font buter. Enfin, la plupart des prolos, quand la plupart de ces prolos sont butés. Alors que si les prolos sont au pouvoir,
forcément, ils vont pas vouloir se sacrifier pour rien. Alors, mais c'est un peu brouillon la façon dont je le dis, mais voilà. La question d'une telle organisation mondiale, il faudrait éviter qu'elle soit tyrannique. Mais je suis bien d'accord avec une organisation mondiale qui permette le dialogue, comme l'ONU ou la SDN, mais on voit que ça ne sert pas grand-chose aujourd'hui. Le problème, c'est surtout qu'on a des institutions supranationales aujourd'hui qui empêchent les nations d'être souveraines et qui parfois les conduisent à la guerre, comme l'UE, l'euro, l'OTAN, qui sont quand même imbriqués. Alors l'euro, c'est une monnaie. L'UE, c'est une zone de libre-échange et l'OTAN, une alliance militaire, mais elle procède de la même logique, qui est une logique de bloc euro-atlantique, anti-russe, issue de la logique anti-soviétique et anti-communiste de guerre froide. Je ne suis pas gaulliste, mais De Gaulle a eu le mérite de ne pas nous entraîner dans l'OTAN, contrairement aux faux gaullistes qui lui ont succédé, qui sont plus des libéraux conservateurs euro-atlantistes que des patriotes conséquents, que des patriotes comme le général de Gaulle, donc des souverainistes. C'est des gens qui ont vendu la notion au profit du capital, les mecs qui se revendiquent de Gaulle aujourd'hui. Enfin, peut-être pas François Asselineau, mais si vous regardez Sarkozy et compagnie, enfin tous les autres, là, les mecs qui osent se réclamer gaullistes et qui en fait le trahissent. C'est comme aujourd'hui les pseudo-marxistes qui sont pour l'Union Européenne et qui en fait sont du coup pour une zone de libre-échange et pour la mise en concurrence des travailleurs. Ouais. Je prétends pas être le plus grand marxologue ou le plus grand marxiste ou marxien, ou expert du marxisme ou du socialisme, mais il y a quand même des choses qui sont évidentes sur le fait que normalement quand on est de gauche on n'est pas pour la libre circulation des capitaux. Bon, là, j'ai un peu digressé. Donc Einstein est un pacifiste. C'est un socialiste au sens collectiviste, donc communiste. Ce n'est pas du coup on a souvent l'image en tête avant tout du physicien. Et il y a un être humain autour. Et il y a aussi un être humain qui a des convictions pacifistes et socialistes au sens anticapitaliste du terme. Et un démocrate, puisque se pose la question du rapport entre cette centralisation et la vie démocratique à préserver. Préserver la paix, la démocratie, les moyens d'existence pour tous. Alors, oui, il y a une chose un point que je voudrais éclairer, c'est il a parlé de Fürstenwelben. Alors, Fürstenwelben, c'est un socialiste, mais un peu particulier. C'est un socialiste américain, mais il fait partie de ce qu'on appelle le mouvement technocratique. Donc c'est un mouvement qui en fait défend un socialisme d'ingénieurs, qui considère qu'on devrait remplacer la monnaie par des crédits énergétiques, par des certificats d'énergie, et planifier qu'on devrait donner le pouvoir aux ingénieurs pour planifier l'économie en nationalisant les moyens de production. Et donc ils veulent faire une révolution, pas avec des ouvriers, mais avec des ingénieurs. Enfin, avec des ouvriers et des ingénieurs, mais ils considèrent que la classe dirigeante dans la société socialiste, ça ne doit pas être la classe ouvrière, enfin la classe ça ne doit pas être une dictature de la classe ouvrière, mais des ingénieurs. Et donc ils sont pour des soviets d'ingénieurs, les technocrates. C'est des socialistes au sens où ils sont contre le capitalisme qu'ils appellent système prix, qu'ils estiment être une perte d'énergie, être un gâchis énergétique, parce qu'ils voient l'économie sous forme de rapport d'énergie, de quantité d'énergie. C'est très intéressant, mais ils sont un peu spéciaux, les technocrates. Veblen a par exemple parlé de la théorie de la classe de loisirs, de pas mal de choses de ce genre. Il est tout à fait intéressant comme économiste. C'est un économiste, c'est un sociologue, assez intéressant comme penseur. Je ne suis pas un expert en économie, mais ce que j'ai pu voir, c'est assez intéressant. À trouver intéressant, ça ne veut pas forcément dire approuver. Il y a des choses, Howard Scott, Fürstenwelben, ils sont un peu spéciaux, mais ça vaut le coup d'œil de s'intéresser à qui ils sont pour essayer de comprendre un certain nombre de choses et se poser certaines questions.
Enfin, mais voilà. Donc, du coup, nous avons le camarade Albert Einstein avec nous. Je dis, hein, pour ceux qui verraient, quand ils entendent Albert Einstein socialiste, imagine un social-démocrate, là, il vous sort toute l'analyse marxiste. Hein. Un démocrate socialiste. Voilà. Eh bien, mes amis, sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons. Ciao.